messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Plus de 150 pèlerins laissés en rade par des voyagistes privés après avoir déboursé près de 3 500 000. Très en colère, ils demandent à l'État du Sénégal de sanctionner sévèrement les agences concernées. Le réchauffement diplomatique entre le Sénégal et le Qatar, salué par l'ancien diplomate Seydina Oumar Sy. Selon lui, ce pays, malgré sa dimension réduite, ne doit pas être négligé sur le plan géopolitique. Tabaski 2017, le mouton moins cher au Mali comparé au Sénégal. Les prix se situent entre 50 et 300 000 francs CFA. Nos envoyés spéciaux ont fait un tour dans quelques points de vente à Bamako. Afro-basket, les Lions, facile ce matin face à l'Égypte. Les filles de Tafa Gueye ont enregistré leur 4e victoire en attendant le choc face au Nigeria. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. 153 pèlerins laissés en rade par des voyagistes privés après avoir déboursé chacun 3 500 000 francs CFA. Très en colère, ils demandent à l'État du Sénégal de sanctionner sévèrement les agences concernées. Momar Ndao de la SCOSEN abonde dans le même sens. Pour lui, il urge de réguler le secteur. Les détails avec Fatima Ba et Tierno Laurent Mendy. Déçus, ils le sont. Ces pèlerins, au nombre de 153, ont déboursé plus de 3 millions de francs CFA pour le pèlerinage à la Mecque. À quelques heures du dernier vol, ils n'ont toujours pas reçu leur passeport et n'ont aucune nouvelle de leur convoyeur. Ces agents de voyage, il y en a trop au Sénégal. Ils viennent encaisser les gens. Après, ils les mettent dans des mauvaises conditions. Nous sommes des pères de famille. L'argent qu'on a donné, c'est trop. Mais c'est à notre guise. Nous voulons quand même aller à la Mecque. Nous sommes à quelques heures du dernier vol et nous sommes toujours sans passeport. C'est pas normal. Ils auraient dû nous prévenir. Très remontés contre les autorités étatiques sur qui ils rejettent la faute, ces pèlerins laissés en rade exigent des sanctions contre les voyagistes privés concernés. Privé, l'état de droit, merci. L'État doit sanctionner les agences privées qui dépassent leur quota, vous voyez. C'est ce qui est à l'origine de ce problème. Pour Momar Ndao de la SCOSEN, cette situation est tout simplement inacceptable. C'est des voyagistes qui ont été trop gourmands, qui voulaient trop gagner et qui se sont retrouvés à porter préjudice à tous ces pèlerins-là qui sont laissés en rade aujourd'hui. Quand l'État qui organisait s'est dessaisi pour les privés, l'État doit assurer, veiller à ce que le privé puisse travailler dans les meilleures conditions de respect de toutes les conditionnalités du Hajj, mais en même temps de respect des intérêts du pèlerin. Avec ce couac noté pour le pèlerinage 2017, privatiser le Hajj n'est plus une bonne idée de l'avis de ces pèlerins. L'État est appelé à réguler le secteur. Seydina Oumar Sy, attristé par cette situation. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal se dit contre le retrait progressif de l'État sur l'organisation du Hajj. Pour lui, l'État doit prendre les choses en main pour éviter que les couacs ne retombent sur lui. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ibrahim Akan. Je ne suis pas partisan du dégraissage ou du retrait, même progressif de l'État, de l'organisation du pèlerinage. Parce qu'après tout, tous les couacs vont retomber sur l'État. Laisser les voyagistes privés seuls, eh bien, si on fait cette expérience, ça peut réussir pour quelques-uns, mais pas pour tous. Donc, premièrement, il faut sélectionner rigoureusement les voyagistes et cette pratique artificielle de dire que voyagistes X, Y, Z vont se mettre ensemble pour former un groupe, disons, qui a les pouvoirs et tout ça, pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Qu'il y ait un groupe qui s'appelle groupe X. Ce groupe X a les moyens, a les relations là-bas pour faire partie des pèlerins. Oui, on l'agrée. Les autres qui n'ont pas les reins assez solides
Et pour faire partir des gens, ils n'ont qu'à donner leurs clients à ceux qui sont capables de le faire. Nous vous l'annoncions hier, Dakar a décidé du retour de son ambassadeur à Doha, une démarche saluée par le diplomate Seydina Omar Sy, ancien chef de la diplomatie sénégalaise. Selon lui, le Qatar est un petit pays, certes, mais il ne faut pas le négliger sur le plan géopolitique. Il a rencontré nos reporters Ibrahim Makan et Jafar Abba. Après plus de 2 mois de discussion, le Sénégal a décidé du retour de son ambassadeur à Doha. Une décision hautement salutaire selon Seydina Omar Sy. Je salue cette décision et en même temps, il faut dire que le président a peut-être pris la mesure de rappeler notre ambassadeur par solidarité et amitié avec l'Arabie Saoudite, mais aussi et surtout, parce que le Qatar était accusé de financer le terrorisme. Et le terrorisme n'a pas de frontières. Au Mali, ils sont déjà très visibles. Au Sénégal, il y a une lutte souterraine qu'on ne peut pas... Ils ont déjà frappé le Burkina. Ils frappent le Burkina, la Côte d'Ivoire. Et au Sénégal... notre police est vigilante et que Dieu l'assiste, mais des velléités existent certainement. Avec ce retour à son poste du diplomate sénégalais en chef au Qatar, aujourd'hui le ciel semble s'éclaircir à nouveau sur les relations entre Doha et Dakar. Pour l'ancien ambassadeur sénégalais, cela ne peut être que bénéfique pour le pays sur le plan géopolitique. Le Qatar, sur le plan géographique, est tout petit. Sur le plan population, 2 600 000 ou quelque chose comme ça, tout petit. Et sur le plan géopolitique, le Qatar est très important. Et en plus, le Qatar est un producteur le plus important de gaz et a aussi du pétrole. Donc, il est bon que nous puissions apprendre de l'expérience de tous ces pays qui ont du gaz et qui ont du pétrole. Et nous avons, nous, quand même l'espoir que sous peu, nous serons aussi un pays exportateur de gaz et de pétrole. L'essentiel, c'est que ça n'enrichisse pas ceux qui sont simplement autour du pouvoir ou quelques individus. Comme ça s'est vu en Afrique, comme ça se voit encore en Afrique. L'essentiel, c'est que ça profite au pays, aux populations. Pour rappel, le 7 juin dernier, le Sénégal avait rappelé son ambassadeur à Doha en soutien à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, justement, et ses alliés, accusant le Qatar de financer le terrorisme. La campagne de collecte de fonds pour la libération de Khalifa Sall lancée. Les initiateurs de cette collecte sont le collectif de soutien et de solidarité à Khalifa Sall. 1000 francs CFA, c'est le versement minimum demandé à chaque citoyen sénégalais. Une collecte pour atteindre la somme d'1,8 milliard de francs CFA. Les détails avec Aminata Mbaresso et Ababakar Kamara. C'est une campagne destinée à collecter des fonds pour payer à l'État du Sénégal la caution de 1,8 milliard de francs CFA, gage d'une libération du maire de Dakar en prison depuis plusieurs mois. Nous allons collecter de l'argent à la hauteur de la caution qui est demandée à Khalifa Sall pour dire, au cas où c'est ce que demande le juge, voilà la caution que nous sommes prêts à payer. Nous avons lancé un slogan, un citoyen 1000 francs pour Khalifa Sall, notamment les citoyens de Dakar, pour qui il a beaucoup fait. Cette campagne de collecte est initiée par des souteneurs de Khalifa Sall, composés essentiellement de membres de la société civile. Khalifa donc n'est pas demandeur de ce que nous sommes en train de faire, mais nous nous sommes dit, devant l'injustice, si on garde le silence, c'est comme si on est du côté de l'injustice. Hormis cette somme de 1000 francs demandée à toute bonne volonté résidente au Sénégal, la diaspora est aussi invitée à s'investir. En Europe, en France, à Paris, à Bruxelles, à Londres, à Amsterdam, des populations sénégalaises et même africaines ont lancé 2 € pour Khalifa Sall.
Aux Amériques, aux États-Unis, au Canada et dans les pays du Nord-Amérique, les citoyens aussi ont lancé $2 pour Khalifa Sall. Et même mieux, si on se fiait aux chiffres sortis des élections récentes, où il y a eu 38 000 et quelques voix qui ont voté pour la liste que dirigeait Khalifa Sall, 38 500 voix ou 700 voix, si ces personnes donnaient chacune 1 000 francs, ça fait 3 milliards 800. Les membres du collectif rappellent tout de même que si jamais Khalifa Sall était libéré entre-temps sans paiement d'une caution, l'argent collecté serait reversé pour des œuvres caritatives. Nous l'annoncions hier également, la Ligue démocratique au bord de l'implosion. Chergué et ses camarades portent sur les fonds baptismaux la Ligue démocratique debout. Les frondeurs déclarent ne plus se retrouver dans la vision de leur parti. Cette crise était-elle prévisible vu le contexte politique actuel? Élément de réponse avec Adi Atala. Les dialarbistes avaient pourtant vu venir, mais ils ont laissé pourrir la situation. Cette crise notée au sein de la LD ne date pas d'aujourd'hui. Le parti avait les moyens de résister après le départ de Mbaye Diack qui avait rejoint Abdoulaye Wade. Cependant, la démission de Karim Fall, ancien porte-parole, précédée de celle de la fédération départementale de Maké, puis de Goudomp, avait annoncé les signes précurseurs d'un malaise. À l'origine de cette crise, la guerre de positionnement, survenue à la veille du départ de l'ancien secrétaire général Abdoulaye Bathily. Certains voulaient d'une alternance générationnelle et les légitimistes voulaient propulser Mamadou Ndoye à la tête des dialarbistes. Seydou Sy Sall, membre du CEP, gèle ses activités au sein du parti pour démissionner après et créer le mouvement citoyen nommé Code citoyen. Malgré tout, les instances du parti continuaient à fonctionner. Mamadou Ndoye, le secrétaire général à l'époque, et ses camarades continuent de cheminer avec Benno Bokk Yakaar, malgré parfois les divergences dans la vision. Sur certaines questions, ils ont montré leur désaccord avec la vision du chef de l'État. En avril 2017, Mamadou Ndoye sentit le besoin de s'arrêter et revoir leur position. La LD, connue pour sa proximité des masses populaires, pour son secrétaire général, certaines décisions populistes allaient à l'encontre de leurs idéaux. N'arrivant pas à convaincre certains membres du CEP favorables à l'ancrage de la LD dans Benno Bokk Yakaar, Mamadou Ndoye démissionne du poste de secrétaire général tout en restant membre du parti. Nicolas Ndiaye assure l'intérim. Après la guerre de positionnement, le prétexte de l'alternance générationnelle et la divergence de vision qui ont secoué la LD, le contexte politique actuel caractérisé par le maintien controversé de la LD dans Benno Bokk Yakaar et l'emprisonnement de Khalifa Sall, proche de Cheikh Gueye, premier adjoint au maire de Dakar, par ailleurs cadre de la LD, remue le couteau dans la plaie. Cheikh Gueye et compagnie mènent une fronde qui engendre une scission d'où naîtra la Ligue démocratique debout, favorable à Cheikh Gueye. Le parti, né des entrailles du PAI, se relèvera-t-il de cette crise profonde? Ne risque-t-il pas aussi de vivre le même sort que ses camarades, partis de gauche, notamment le RND et AJ/PADS? Justement, Adi Atala, ces partis de gauche au Sénégal vivent des moments difficiles, beaucoup de scissions en leur sein. L'absence de démocratie interne est souvent évoquée comme étant la source du mal. Fatou Bintou Conté, Diafaraba. Beaucoup de partis de gauche au Sénégal traversent des moments difficiles en ce moment où une absence de démocratie finit toujours par créer des scissions à leur sein. Les partis de gauche, généralement, ce n'étaient pas des partis de masse, mais ils véhiculaient des idées avec une conviction forte. Et ça a disparu complètement. Donc les partis de gauche comme de droite sont divisés et la démocratie ne règne plus en leur sein. Et à chaque fois, dans une question, s'il y a une divergence, les gens en profitent pour faire une scission et partir. Et chacun veut se faire leader. Or, un leader, c'est rare parce que c'est des critères très difficiles. Pour Mandiaye Gaye, chroniqueur politique, les partis de gauche ne jouent plus le rôle. La recherche effrénée de pouvoir a fini par les gagner au détriment de leur idéologie. Dans les coalitions, tu vois, on retrouve la gauche, la droite, l'extrême droite et tout le monde dans une coalition. Or, ça, c'est ce que j'appelle des coalitions Soupokanya. Ça ne peut pas adhérer. C'est-à-dire les gens qui pensent la même chose doivent aller ensemble et travailler avec cohérence.
Mais pour des questions électorales ou de pouvoir, on accepte de s'associer ou de s'acoquiner avec un parti qui est opposé à la gauche. C'est-à-dire, c'est de l'opportunisme, c'est pas bien. Les de gauche doivent actualiser leur vision par rapport au contexte actuel, selon ce chroniqueur. Donc, ils n'iront pas loin en continuant cette façon de faire. Ils doivent retrouver leur principe d'antan. C'est-à-dire qu'avoir des idées nobles, expliquer aux populations, aux ouvriers, c'est valable même pour les syndicats, c'est la même chose. Il n'y a plus de syndicats de gauche. Maintenant, c'est simplement pour l'argent et le pouvoir que les gens se battent. Même s'ils ne représentent pas grand-chose du point de vue électoral, mais au niveau de la propagande, ces partis de gauche représentaient beaucoup aux yeux des Sénégalais. Nous parlons à présent de toute autre chose avec les mois d'août et septembre qui riment avec dégâts causés par les fortes pluies et les vents violents dans la région de Ziguinchor. Les dernières en date enregistrées ont eu lieu dans la commune de Ziguinchor, plus précisément au quartier de Kayalang. Un grand fromager est en effet tombé sur une maison, tandis que non loin de là, le mur d'une autre maison s'est effondré et pire encore, l'unique puits permettant d'avoir de l'eau potable s'est affaissé. Les détails avec nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Les pluies diluviennes qui tombent à Ziguinchor font des dégâts au quartier Kandjalan, situé au sud de la ville. Un fromager géant tombe sur une maison. Pas de blessés, mais d'importants dégâts matériels. J'ai juste fait un pas d'or et le fromager est tombé. Je suis revenu sur mes pas, mes voisins sont sortis et il a fallu démonter la porte pour accéder à l'intérieur. Heureusement que je ne suis pas blessé. C'est ma maison, j'habite ici depuis 1999. Tout a été détruit, les lits, tous les bagages sont détruits et le reste est complètement mouillé. Ma famille est composée de 9 personnes. Je demande que des bonnes volontés me soutiennent pour que je puisse nourrir ma famille. Actuellement, ce sont les voisins qui nous donnent à manger. Dans ce même quartier, le mur d'une maison s'effondre et l'unique puits permettant de boire l'eau potable s'affaisse. C'est écrasé carrément, on n'a pas de solution. Et puis ici, la population est estimée à 6 000 membres. Pas de puits ici, pas de robinet, il n'y a qu'un seul puits ici. Les femmes se lèvent à 4 h du matin, on se déplace, il faut traverser l'autre côté de la route pour puiser de l'eau. À 4 h du matin ici, pour avoir de l'eau. Dans la région de Ziguinchor, les populations sont particulièrement alertes pendant les mois d'août et de septembre, car les dégâts causés par les fortes pluies et les vents violents sont fréquents. La Tabaski, c'est dans moins de 10 jours une initiative pour l'autosuffisance en moutons au Sénégal. Tel est le projet qui sera lancé d'ici peu par l'Association des maires du Sénégal pour lutter contre les pénuries de moutons à l'approche de la fête de Tabaski. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Oumarba, secrétaire exécutif de l'AMS, interrogé par Cheikh Hassan Affal et Pape Sangone Baye. Alors, l'Association des maires du Sénégal a décidé d'initier un projet important qui s'appelle le projet IMAM, Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. Le projet consiste à ce que chaque maire puisse, dans son budget, s'engager à voter un budget au minimum de 3 millions. Et c'est au minimum, on peut aller jusqu'à 10 ou plus. Et que ce montant servira d'acheter des brebis qui seront mis à la disposition de ménages pauvres. Le ministère de l'élevage apporte les bergeries. Le ministère de l'élevage apporte les ladoum géniteurs qui permettra donc d'améliorer aussi la qualité. Et chaque ménage qui reçoit 3 ou 4 brebis a mission de remettre gratuitement 3 ou 4 brebis à son voisin. Et tout ce programme est encadré sur le plan technique par l'ONG Heifer International, puisque l'AMS a confié la mise en œuvre opérationnelle et technique du projet à l'ONG Heifer International et qui a déjà... Le reportage Tabaski nous mène au Mali. Dans ce pays frontalier avec le Sénégal, les prix des moutons varient entre 50, 150 et 300 000 francs CFA. Malgré ces prix, les clients se plaignent et demandent à l'État d'intervenir pour permettre à tous les musulmans maliens de faire la Tabaski. Mais le constat est que le mouton est moins cher qu'au Sénégal. Un reportage signé sur place nos envoyés spéciaux à Bamako, Pape Faraning et Massaya Ndiaye. Ce gros bélier est à 300 000 francs, mais il y en a pour toutes les bourses. Dans ce point de vente à ACI 2000, les éleveurs estiment que les prix sont plus qu'abordables.
Bon, on ne dit pas qu'ils sont chers, mais ils sont... Chacun a sa prix de vendre, quoi. Ça va de 250 000 à 150 000. Hein? Comparé à l'année dernière, les clients se plaignent et lancent un appel aux autorités à prendre des mesures pour permettre aux Maliens de perpétuer le sacrifice d'Abraham. Je vois que par rapport au prix, les prix par rapport à l'année dernière sont très élevés. Il y a lieu peut-être que le gouvernement s'investit pour que au moins les gens puissent avoir les moutons vraiment à prix abordable pour pouvoir bien faire la fête. Sinon, à l'heure là, moi-même je suis inquiet. Et c'est partout, hein, c'est partout. Mais c'est sans compter avec les vendeurs de moutons qui justifient ces prix. Les moutons sont chers maintenant parce que là où ils s'approvisionnent là, c'est très difficile là-bas. Les prix sont chers là-bas. À quelques jours de la Tabaski, ce n'est pas encore le grand rush dans les points de vente. Mais comparé au Sénégal, les moutons au Mali sont moins chers qu'au Sénégal. Retour au Sénégal avec de nouveaux paquets de cigarettes qui sont introduits dans le marché avec des images d'un homme atteint de cancer et des messages qui sont inscrits sur la boîte pour sensibiliser les fumeurs du danger dans la consommation du tabac. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a tenu un point de presse cet après-midi pour présenter ces boîtes à cigarettes. Sujet signé Habib Faye et Moussa Ngom. C'est désormais effectif. Le paquet de cigarettes change de face. L'image d'un adulte atteint du cancer est imprimée sur la boîte avec un message pour alerter les fumeurs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'engage à freiner les effets sanitaires néfastes et les conséquences de la consommation de tabac au Sénégal. Cet arrêté a été pris en décembre 2016. L'arrêté sélectionne 2 images qui sont couplées à des messages écrits qui doivent être apposés de manière visible, lisible, indélébile et en couleur sur les paquets de cigarettes. Donc officiellement, le 26 août prochain, ces mises en garde sanitaires vont entrer en vigueur. La consommation de tabac prend des proportions inquiétantes dans la société sénégalaise. Conformément à la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, qui a été transposée dans notre droit positif interne à travers la loi de 2014, il faut des mises en garde sanitaires pour sensibiliser, pour leur montrer que, d'accord, vous avez certes le droit de fumer, mais sachez que quand vous fumez, vous pouvez vous exposer à ces sortes de maladies. L'adoption d'une législation contraignante est saluée par la communauté internationale. Le fait d'apposer ces mises en garde sanitaires peut avoir un effet dissuasif. Parce que si vous vous rendez compte que à force d'utiliser le tabac ou bien les produits du tabac, vous pouvez vous retrouver dans la même situation, comme je l'ai dit tantôt, et qu'il y a des maladies cardiovasculaires et autres auxquelles vous pouvez être confronté, je pense que naturellement la personne commencerait à songer à arrêter tout bonnement de fumer. Pour diminuer, voire stopper la consommation de la cigarette, l'État du Sénégal s'engage à élaborer des stratégies parmi lesquelles la formation des comités régionaux de lutte contre le tabagisme, la sensibilisation des guides religieux, la formation des forces de sécurité et de défense et une campagne de sensibilisation sur les dispositions de la loi en milieu scolaire et estudiantin. L'ISRA a présenté ses travaux des derniers mois sur 15 nouvelles variétés de riz acceptées par les consommateurs et producteurs. Selon le directeur scientifique de l'ISRA, il y a une urgence pour le Sénégal, pour que le Sénégal soit autosuffisant en riz parce que 7% seulement du riz produit dans le monde est commercialisé. Mieux, les 90% de ces 7% proviennent de l'Asie. Là-dessus, nous écoutons les explications du docteur El Hadji Traoré que nous écoutons au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck. Donc nous avons une urgence, en tout cas un souhait, un vœu pour que le Sénégal soit autosuffisant en riz. Tout à l'heure dans la présentation, les gens ont fait remarquer qu'il n'y a que 7% seulement du riz produit qui est commercialisé. Et parmi ces 7%, les 90% viennent de l'Asie. Donc si on fait le calcul, il n'y a que 6,3% de riz qui viennent de l'Asie et qui est commercialisé. Et tout le monde, donc ça veut dire que si les Asiatiques un jour ne permettent pas de commercialiser le riz, il y aura des problèmes.
Donc nous avons intérêt à aller très vite, nous en Afrique et surtout au Sénégal, puisque le riz est très consommé au Sénégal, à être autosuffisant en riz. Et être autosuffisant signifie qu'il faut trouver des variétés qui s'adaptent à toutes les conditions, à toutes les zones agroécologiques, pour que le riz ne soit pas seulement cultivé dans les zones irriguées, c'est la vallée du Sénégal ou bien dans l'Anambé, mais également le riz cultivé dans les zones qu'on appelle le riz de plateau, le riz de bas-fond, le riz pluvial, c'est-à-dire le riz de mangrove, et qui sont aussi des alternatives qui peuvent permettre rapidement d'arriver à nous autosuffire en riz. Puisque tout le monde le sait, la facture d'importation du riz au Sénégal est très élevée, donc il nous faut très vite renverser les tendances et avoir du riz pour nous-mêmes, non seulement pour nous sécuriser, pour qu'on ne dépend pas de l'extérieur, mais également pour sécuriser notre balance commerciale, pour qu'il y ait moins de l'argent qui sorte pour juste importer du riz. Le programme national de lutte contre le paludisme lance un dispositif pour prévenir la pandémie. Les acteurs face à la presse ont révélé que le taux de prévalence en 2016 est de 1,9%, contrairement à 2009 où il était de 3%. Le constat est que le Sénégal a fait une avancée significative dans la lutte. Les détails avec Habib Faye et Modou Diop. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage. Le paludisme, une pandémie qui tue. Pour combattre ce fléau, le programme national de lutte contre le paludisme a mis en place un dispositif d'hivernage. Objectif, 0 palu au Sénégal. Dans le dispositif que nous avons mis en place, il y a tout le volet prévention individuelle à partir de l'utilisation des mildas, donc des moustiquaires imprégnés, que nous avons disponibilisé au niveau des structures sanitaires, mais prévention aussi au niveau collectif par la mise en œuvre des aspersions intradomiciliaires avec des insecticides au niveau de certains districts sanitaires des régions centres. Nous avons aussi beaucoup insisté sur les plans d'accélération que nous avons mis en place au niveau de certains districts centres qui nous posent encore problème. Et c'est des plans d'accélération qui nous permettent véritablement d'accélérer l'atteinte de la préélimination au Sénégal dans les meilleurs délais. Des méthodes préventives sont prévues dans la campagne. L'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, parce qu'aujourd'hui c'est prouvé que c'est un moyen efficace de prévention du paludisme qui est recommandé par l'OMS et également qui est très simple d'utilisation. Donc c'est ça la recommandation du programme. Dans le sud du pays, la malaria atteint plus de personnes pour cause les fortes pluies. Le PNLP compte tout de même renforcer le contrôle. C'est la zone sud qui est vraiment la zone la plus touchée par le palu parce que c'est une zone justement où toutes les conditions sont réunies pour le développement du vecteur du paludisme, à savoir le moustique et en particulier l'anophèle femelle. Ce qu'on veut, c'est renforcer le contrôle du paludisme dans cette zone-là. Au moins, renforcer le contrôle. Parce qu'au nord, aujourd'hui, on est en préélimination, avec moins de 1 cas pour 1000 pendant toute l'année dans la zone nord, mais la prévalence est encore très élevée. En termes de dispositifs d'hivernage, le PNLP s'engage à sensibiliser les Sénégalais. Il travaille avec des relais issus de 490 organisations communautaires de base dans le pays. Des programmes phares comme les visites à domicile et les activités de masse sont inscrites pour prémunir les populations du paludisme. Nous allons à présent parler de culture au Sénégal. Beaucoup d'artistes sont obligés de faire recours aux bonnes volontés pour se soigner une fois malade. Un véritable paradoxe si l'on sait qu'une mutuelle nationale de prise en charge sociale des acteurs culturels est mise sur pied. Beaucoup d'artistes tardent à s'inscrire. La rédaction de TFM pose le débat pour voir où se trouve le goulot d'étranglement. Un sujet signé Ibou Diouf et Diafaraba. Au Sénégal, la prise en charge sociale des acteurs culturels demeure toujours un casse-tête pour les gouvernants et les associations d'artistes. La mutuelle nationale des acteurs culturels a du mal à fédérer autour de ce programme tous les acteurs du monde des arts. Il faut comprendre que pour moi, il y a deux niveaux qu'il faut forcément régler. Si les artistes tardent à s'investir pleinement dans cette mutuelle, c'est que d'abord, il y a peut-être une négligence au niveau artistique. L'autre chose, c'est aussi, pour moi, il faut revoir la communication. Alors, le problème n'est pas lié à une absence d'implication, à une absence d'implication ou à un défaut de communication. C'est lié à la nature même du monde des arts.
Parce que là où, par exemple, pour les fonctionnaires, pour la prise en charge des fonctionnaires, on n'a pas besoin d'aller chercher, on sait où les trouver et on sait où les impliquer. Pour les artistes, il y a une certaine dispersion. Donc je ne pense pas qu'il puisse être un problème de communication. Maintenant, ce que je voudrais dire, pour moi, les artistes sont encore restés dans les années 80. Je pense qu'il faudrait qu'ils arrivent à sortir de ça parce que le monde évolue et il faut évoluer à travers ce monde-là. Des acteurs du monde des arts sont souvent confrontés à un problème de prise en charge sociale. Pour changer la donne, le ministre de la Culture lance un appel aux acteurs culturels. Je crois qu'il faut lancer cet appel et démultiplier l'information, continuer la communication. On ne peut pas le faire pour nous, dépenser beaucoup d'argent, alors que nous aussi, on ne s'inscrit pas dedans. Ce n'est pas normal. Mais aussi, il faudrait qu'au niveau du ministère de la Culture aussi, que les gens fassent un diagnostic. Pour aider les acteurs culturels à profiter de la prise en charge sociale de la mutuelle des artistes, les principaux concernés engagent le volet de la communication. Donc ces gens n'ont qu'à aller voir et faire de leur mieux pour que ceux qui ont forcément besoin de cela aussi soient associés. Et ça, il n'y a que la communication pour moi qui puisse le régler. Waral mooy xam nga artistes yi newuñu say bureau artiste bu nekk yaa ngi ci sa wàll yaa ngi ci sa boor di liggéey li ngay liggéey. De telle sorte que nga gis artistes yooyu informer leen loolooy jafe-jafe bi. Et aujourd'hui, l'État a fini de mettre en place cette couverture maladie universelle qui fait que l'artiste peut se soigner dignement. Il n'a pas besoin d'aller chercher à gauche ou à droite pour se soigner. Mutuelle nationale des acteurs culturels a enregistré déjà l'adhésion de plus de 4000 membres. Les régions de Dakar, de Fatick et de Ziguinchor sont les plus représentées. Une situation qui démontre qu'il a du chemin encore à parcourir. Justement, concernant cette prise en charge médicale des artistes, le ministre de la Culture et de la Communication invite ces artistes à adhérer à la mutuelle de santé qui leur est dédiée. Manick Ndiaye s'exprimait en marge de la cérémonie de réception des lauréats des Jeux de la francophonie. Je propose de l'écouter au micro d'Aïssa Toupaï. De la santé et de la vie des acteurs culturels. Et c'est fondamentalement important. Il faut que les artistes et les acteurs culturels adhèrent à la mutuelle des acteurs culturels. Sinon, je crois que nous ne pourrons pas résoudre le problème sanitaire des acteurs culturels. Justement, les lauréats en culture des derniers Jeux de la francophonie reçus par le ministre Manick Ndiaye, Moun Babacar Diouf et compagnie, très fiers d'avoir porté haut les couleurs du Sénégal. Aïssa Toupaï, Mardian pour les détails. Un prix pour un tableau, une chanson Je déprime a séduit le jury. Une nouvelle, Ndond de Bougar Sarr, remporte la médaille de bronze. 3 lauréats, 3 consécrations pour valoriser la culture sénégalaise, relève assurée de la jeune génération. Depuis 2 ans, le Sénégal vient de perdre de grands noms de l'art africain contemporain, à savoir M. Ousmane Sow, je pense à M. Nderilo, à Jo Wakam, à Ibou Diouf, à Amadou Sow, paix à leur dame. Donc aujourd'hui, nous jeunes, nous devons assurer la relève et pour ce faire, il faut d'abord une très bonne éducation, une bonne base culturelle. Nous avons besoin de visibilité chez nous d'abord, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui commencent à être connus, mais plus à l'étranger que chez eux. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra rectifier en créant d'autres espaces. Mouna a travaillé dur pour en arriver là. Une consécration. C'est une grande consécration au niveau de ma carrière parce que c'est de la reconnaissance et voilà, ça motive à aller de l'avant. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress et par la grâce de Dieu, voilà, on est là aujourd'hui. J'ai ramené une médaille en argent pour les Sénégalais, voilà, et je remercie Dieu. Le ministre de la Culture, ravi. Saluer le bel esprit et la solidarité qui ont prévalu à la délégation sénégalaise d'avoir les résultats obtenus. Je voudrais aussi saluer les efforts déployés en termes de moyens financiers, moyens humains et moyens logistiques pour vous pousser à ce brillant résultat.
Pour la première fois, le Sénégal remporte des médailles du côté du volet culturel aux Jeux de la francophonie. Il se place au 4e rang avec 27 médailles au total, sport y compris. L'actualité internationale à présent qui se résume en 3 titres avec la grève des taxis en Gambie, la marche silencieuse au Burkina Faso pour dire non au terrorisme, mais d'abord la Guinée où les fortes pluies ont occasionné des morts et beaucoup de blessés dans la capitale Conakry. C'est avec Daniel Diouf. Au moins 8 morts et des dizaines de blessés après l'éboulement d'une décharge à Amdalaï dans la banlieue de Conakry en Guinée. C'est à la suite des fortes pluies tombées sur la capitale. La décharge est tombée sur 3 maisons en terrain difficile d'accès, a indiqué le directeur de la sûreté urbaine de Conakry. 2 personnes piégées dans les décombres ont été extraites vivantes par les secouristes. D'ailleurs, le match Guinée-Sénégal initialement prévu ce mardi à Conakry dans le cadre du dernier tour qualificatif du CHAN 2018 a été reporté à mercredi suite aux intempéries dans la capitale guinéenne. Près d'1 millier de personnes ont marché en silence samedi à Ouagadougou pour dire non à la barbarie sur l'avenue Kwame Nkrumah, principale artère de la capitale burkinabé et théâtre d'une récente attaque qui a fait 18 morts. À l'appel de la société civile, des personnalités culturelles et politiques, des hommes d'affaires et des leaders religieux, plusieurs centaines de personnes ont effectué une procession sur près de 1,5 km baptisée Burkina Debout, la marche encadrée par un important dispositif sécuritaire. Les manifestants ont effectué une halte au café-restaurant Cappuccino où, en janvier 2016, un attentat avait fait 30 morts et 71 blessés. Puis la marche s'est rassemblée devant le restaurant Aziz Istanbul, recouvert de tissu noir. Pour rappel, il y a une semaine, 2 assaillants avaient attaqué avec des armes automatiques ce café-restaurant du centre-ville de Ouagadougou, tuant 18 personnes et faisant 22 blessés. Enfin, en Gambie, les conducteurs de taxis sont en colère. À l'origine de ce mouvement social, la décision du ministère des Transports de leur imposer une baisse des tarifs entrée en vigueur ce lundi, une baisse qui a un effet direct sur leur marge. Le ministère gambien des Transports justifie cet ajustement tarifaire par la baisse récente du coût du carburant. Le gouvernement assure également avoir pris cette décision après concertation avec tous les acteurs du secteur pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Une partie des chauffeurs de taxi considèrent que ces nouveaux tarifs sont injustifiés et ils ont entamé un mouvement de grève lundi, perturbant les déplacements autour de Banjul. Le trafic n'était toutefois pas totalement à l'arrêt lundi, puisque certains taxis ont accepté les nouveaux. Sport à présent avec l'Afrobasket au Mali, le Sénégal qui remporte son 4e match. C'était ce matin face à l'Égypte, score final 93-61. Il s'agit donc de la 4e victoire consécutive des Lions qui vont affronter demain le Nigeria pour la finale, pour la finale donc de la première place du groupe. Un match qui s'annonce très disputé. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Bamako, Pape Faraning et Massaya Ndiaye. 32 points de différence, les Lions ont dominé du début à la fin les Égyptiennes. Les intérieurs ont imposé leur jeu. Les champions d'Afrique ont pris beaucoup de rebonds dans un match difficile. Bon, défensivement on a bien joué. On a contrôlé l'Égypte et ce qu'il fallait faire pour gagner cette match et on l'a fait. Ça a été un peu plus, je dirais, abordable que nos derniers matchs. On revient d'un jour de repos, donc on essaie d'avoir les jambes pour essayer le Nigeria demain, Inch'Allah. Non, j'ai dit qu'ils ont joué un match sérieux. Vraiment, j'ai apprécié leur implication dans ce que nous avons fait aujourd'hui. Les pertes de balles des Lions ont rendu difficile la tâche de l'équipe du Sénégal, facilitant le retour des Égyptiennes par moment. Il fallait éviter de perdre la balle en haut. C'est une équipe qui part très vite. Donc, soit c'est un shoot où on va les gêner après le rebond, ou bien amener la balle en dessous. Mais il faut éviter de perdre la balle sur derrière, sinon c'est l'équipe qui va très vite. Après une altercation contre le Nigeria, on s'attend à un match tendu pour la première place du groupe. Oui, ce sera un match tendu. Les nerfs seront tendus. Non, je rigole. Non, comme dirait Hassan, les nerfs seront tendus.
Non, ce sera un match difficile, il va falloir qu'on relève le défi. Et puis c'est vrai qu'avec l'altercation, il va y avoir beaucoup plus de combats, de fighting. Donc il va falloir qu'on soit prête pour le fighting, c'est juste ça. C'est vrai que ce ne sera pas facile, elles sont très physiques et puis elles ont un très bon jeu. Donc ça va être un derby à la limite, mais nous sommes prêtes. Nous sommes là, on va prendre le match comme il va venir et puis on va compétir dans le terrain, donner tout ce qu'on a et puis on verra ce que ça va donner. Comme je l'ai dit, les matchs se succèdent mais ne se ressemblent pas. Donc voilà, c'est une équipe nigériane qui est assez forte et voilà, elles ont fait leur preuve aussi. Donc voilà, nous aussi on croit en nous et demain ce sera le dernier match de poule, un match assez important et je pense que si on joue à nos niveaux, on peut s'en sortir. 93 à 61, les Lions se sont bien réveillés après 2 matchs serrés. Elles se projettent désormais sur l'ultime rencontre de la phase de poule contre le Nigeria. Et puis retenez que le gouvernement du Sénégal a décidé de prendre en charge la restauration des Lions depuis qu'il a été mis au courant des difficultés d'alimentation des basketteuses. C'est ce qu'a annoncé à l'agence de presse sénégalaise le directeur de la haute compétition. Selon Souleymane Boun Daouda Diop, une restauratrice sénégalaise établie à Bamako a été engagée pour se charger désormais d'amener à manger toute la délégation du Sénégal. L'alimentation servie aux Lions du Sénégal et aux membres du staff technique passera sous le contrôle du staff médical de l'équipe, a précisé Souleymane Boun Daouda Diop, le directeur de la haute compétition, dans un entretien téléphonique donc à l'agence de presse sénégalaise. Et puis retenez qu'en football, le match opposant le Sénégal, la Guinée au Sénégal pour la phase retour pour les qualifications au CHAN a été reporté. Le match était prévu cet après-midi à Conakry, mais suite aux intempéries qui se sont abattues dans la capitale guinéenne, la rencontre pourrait se tenir donc demain à Conakry. Rappelons qu'à l'aller, le Sénégal avait gagné le match 3-1 face à cette équipe guinéenne. Voilà, donc c'était tout pour ce journal de 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias.